Alors, j'ai grand plaisir à présenter, plaisir et honneur à présenter cette troisième séance du séminaire Perspectives transaméricaines. Alors, ce plaisir est propre et au nom de toute l'équipe qui organise ce séminaire. Cette troisième séance porte aujourd'hui sur l'isthme de Panama, un pont entre l'Europe et les Amériques, 1879-1936. Le choix de cette séance répond à la présence, à l'agrégation d'Espagnols de cette question qui porte sur le Panama. Ce qui fait donc que nous avons le plaisir particulier de voir rejoindre, je pense, un public plus vaste d'agrégatifs qui seront sans doute intéressés par les présentations des intervenants d'aujourd'hui. Alors, Panama est un lieu d'affrontement important entre les Indiens et les Espagnols dès la 4e expédition de Christophe Colomb, celle qui fut tôt nommée la Castilla de Oro, suscita les convoitises des uns et des autres. Malgré le traité de Madrid en 1670, supposé régler à l'amiable les tensions anglo-espagnoles, la ville de Panama fut mise à sac dès l'année suivante. C'est-à-dire aussi que les puissances coloniales se disputèrent très rapidement cet endroit stratégique du continent américain, et bien avant l'existence du fameux canal de Panama. En somme, dès ses origines, Panama fut un lieu de rencontre, un pont, comme le suggère le titre de la séance, mais aussi un nœud, voire un lieu d'affrontement des intérêts. Et c'est pour évoquer ces questions, plus en rapport avec la question mise au programme de l'agrégation, que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui deux spécialistes. D'une part, pour l'Amérique latine, David Marcilassi, et pour l'Amérique du Nord, Hélène Arter. Je présente d'abord David Marcilassi, si besoin en est pour cette question. Il est professeur à Sorbonne Université. Parmi ses multiples fonctions, il est directeur adjoint du CRIMIC. Et parmi ces ouvrages que je ne peux pas tous présenter, je rappellerai juste, publié en 2010, Raza Hispana, Hispanoamericanismo e Imaginario Nacional en la España de la Restauración, et un livre qui est le résultat de son mémoire inédit pour l'habilitation et diriger les recherches, annoncé pour la fin de cette année ou l'année prochaine, Panama panaméricain, le centenaire bolivارien de 1926, mémoire croisée et projection transnationale. Et j'ai le bonheur en plus d'annoncer que le 12 décembre de cette année, c'est-à-dire dans quelques jours, c'est imminent, sortira le petit manuel Atlante qu'il a coordonné, enfin qu'il a écrit, et qui est tant attendu par tant d'agrégatifs. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole pour une présentation qui ensuite sera suivie par une série de réflexions connexes présentées par Hélène Arter que je présenterai à ce moment-là. Voilà. Un grand merci, Roland, pour cette présentation. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle. Je l'ai apprise hier que le livre attendu chez Atlante soit bientôt donc en librairie. Alors, je commencerai par remercier l'Institut des Amériques pour cette organisation et évidemment Hélène Arter aussi pour se joindre à moi dans cette séance de présentation d'une thématique liée à ce concours d'agrégation. Le Panama, vous le voyez à travers les chiffres que je présente en introduction, est un petit pays par sa superficie et par sa population, mais qui pour autant présente de grands enjeux internationaux. Je citerai le poète panaméen Demetrio Corsi qui le décrit joliment comme une petite république microscopique, le nombril de la carte du monde, mais aussi un maillon essentiel du continent. Effectivement, au cours du demi-siècle, qui va donc des années 1880 aux années 1930, donc qui couvre l'essentiel de la période mise au concours, le Panama constitue un observatoire de premier plan pour analyser les changements géopolitiques de ce qui est bien une période clé pour la compréhension des relations à la fois euro-américaines et interaméricaines. Et donc, le sujet, je crois, est
proposé dans une perspective d'histoire monde ou d'histoire globale, et en ce sens que le Panama est un point d'intersection et l'illustration également des grandes mutations et de courants qui ont trait à la fois à l'Europe et aux Amériques, et plus largement, bien entendu, puisqu'il y a le canal derrière, aux circulations mondiales. On peut aussi lire, en suivant Clara González, une féministe avocate des années 20 au Panama, on peut aussi lire le Panama comme le thermomètre des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, dans la mesure où il a été le point de mire des chancelleries et opinions du sous-continent. Et donc, je cite seulement la première phrase de cet entretien. Le Panama, dans ses relations avec les États-Unis, est comme un miroir dans lequel tous les peuples faibles d'Amérique latine doivent se voir. Alors, je pense que la conférence, la présentation que je vais donner l'illustrera. Je démarrerai en disant que bien des intellectuels et courants anti-impérialistes latino-américains ont perçu à l'époque le Panama comme un cas d'école de l'impérialisme nord-américain, alors qu'on viendra sans doute de nuancer ce jugement. Mais à cet égard, on peut commencer par voir que deux périodes caractérisent cette qualification, cette caractérisation. Le début du siècle, qui correspond aux prises de position individuelles d'écrivains et d'intellectuels, souvent dans la mouvance ou dans la lignée du modernisme littéraire et de l'ariélisme. Alors là, vous en avez quelques exemples. Par exemple, Rufino Blanco Fombona voit dans le Panama un État fantoche manipulé à la manière d'un protectorat yanqui. Je traduis bien sûr les citations. Ou le Colombien José María Vargas Villa, qui dénonce de façon très violente le vol du Panama, qui serait un acte de piraterie insolente et fallacieuse perpétré par Yanquilandia. Voilà. Alors, après cette première période, on passe dans les années 20 à de véritables courants anti-impérialistes qui sont davantage structurés à travers des associations transnationales qui visent les classes intellectuelles moyennes et populaires. Je vous en ai donné quelques exemples sur le PowerPoint. Et pour ces différents mouvements, le Panama est au cœur de la mainmise impérialiste des États-Unis sur le sous-continent. Je citerai simplement l'APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, qui fait figurer comme l'un des 5 points de son programme, un programme à vocation continentale, vous l'avez là, l'internationalisation du canal de Panama comme objectif continental contre l'hégémonie américaine. Donc on voit bien le point central que constitue le Panama dans cette problématique. Un autre écho est illustré là par le photogramme du film colombien Garras de Oro, qui est souvent considéré, vous le savez, impérialiste de l'histoire du cinéma. Il date de 1927 et qui retrace l'enquête lancée par le magnat de presse Joseph Pulitzer contre le président Theodore Roosevelt pour prouver la manipulation à laquelle il se serait livré dans toute l'affaire du Panama. Il est disponible sur YouTube, vous pouvez évidemment le voir. Alors, je commencerai par une brève contextualisation qui permet de resituer les mutations à l'œuvre. Donc, cette période de 1870 à 1929 marque une accélération du processus de la mondialisation, une accélération liée notamment à l'explosion des transports maritimes et au boom ferroviaire. S'agissant des États-Unis, les trois dernières décennies du 19e sont connues comme la Gilded Age, caractérisée par un essor industriel sans précédent. Vous en avez là quelques chiffres. Dans ce contexte, deux modèles successifs caractérisent l'expansionnisme nord-américain au tournant du siècle. Et on peut dire schématiquement qu'on passe d'un expansionnisme territorial qui aurait caractérisé le 19e siècle à une forme d'impérialisme informel qui devient la stratégie prépondérante au 20e. Alors, je reviens très rapidement. L'expansionnisme, vous le savez, il s'est caractérisé au milieu du 19e par des annexions territoriales, en particulier contre le Mexique avec la guerre de 1846-48, mais aussi, plus à la fin du siècle, l'acquisition de possessions maritimes, notamment sous la présidence du républicain McKinley. Vous en avez là une caricature. À la fin du siècle, cette stratégie cède peu à peu la place donc à un impérialisme informel, un modèle qui cependant était déjà annoncé dès la fin du siècle par le panaméricanisme institutionnel qui naît à travers les conférences panaméricaines en 1889 et qui avait surtout des finalités commerciales. Donc cet impérialisme informel, je donne deux références là, peut se définir comme un modèle d'expansion par le libre-échange qui repose sur ce que John Costworth définit comme un système d'État client subordonné à une grande puissance. Il s'agit donc d'un système de domination indirecte d'États étrangers placés dans l'orbite d'une puissance sans pour autant perdre formellement leur indépendance comme le seraient des colonies. Ça va être le cas de Panama. Effectivement, le Panama est à la confluence de ces deux stratégies, car au-delà du statut particulier de la zone du canal, il illustre comment est mis en œuvre cet impérialisme informel sur le plan économique et à d'autres niveaux. Alors, d'une façon globale, on peut mesurer les résultats de cette politique à travers les chiffres des investissements états-unis en Amérique latine, eu égard à ses concurrents européens.
Donc là, vous voyez à l'écran les chiffres hein, qui sont assez éloquents. Et on peut ajouter à ces investissements la constitution de la création de grandes multinationales ou trusts en situation de monopole, telles que la United Fruit Company, en position hégémonique sur le secteur de la banane et des fruits tropicaux, donc dans l'ensemble de l'Amérique centrale et des Caraïbes, et tout particulièrement au Panama. Oups, voilà. Alors, Theodore Roosevelt, qui arrive au pouvoir en 1901, inaugure une nouvelle étape dans l'affirmation des ambitions hégémoniques nord-américaines en Amérique latine. Un petit rappel, la politique extérieure des États-Unis était traditionnellement isolationniste jusqu'à la guerre de sécession, mais elle connaît donc à la fin du siècle une évolution notable qui prend corps dans un contexte international marqué par le high imperialism, hein, donc c'est-à-dire un impérialisme exacerbé par les rivalités internationales et la course coloniale entre les grandes puissances européennes. Alors, pour revenir à Roosevelt, fort des théories d'Alfred Mahan sur le pouvoir naval des nations, Roosevelt donc développe la marine de guerre comme jamais et prend un grand risque personnel et politique en s'impliquant à ce point dans l'aventure du Panama. Il parvient ainsi à hisser en quelques années les États-Unis au rang de grande puissance maritime, une ambition couronnée par le tour du monde réalisé par la Great White Fleet, hein, la Grande Flotte Blanche en 1907, qui met en scène 16 navires de guerre et qui sera une véritable démonstration de force aux yeux du monde de cette nouvelle capacité. Bien entendu, l'ouverture du canal de Panama en 1914, à l'été, hein, alors que l'Europe s'enfonce dans une guerre fratricide, est tout un symbole de ces bouleversements géopolitiques en cours. Et une réalité qui est clairement perçue par les contemporains, on le voit à travers cet ouvrage américain America's Triumph at Panama. Donc, à partir de 1903 et plus encore de 1914, le Panama devient la pièce maîtresse du déploiement stratégique des États-Unis, qui est mis en place dans la région caribéenne et centra-américaine, qui est considérée comme l'arrière-cour, hein, US Backyard, l'arrière-cour des États-Unis. Quels sont les instruments de la montée en puissance des États-Unis? Ils sont connus, je les ai mis sur le PowerPoint, je les présente très brièvement. Tout d'abord, la politique du gros bâton, hein, Big Stick Policy, qui consiste à allier les négociations avec la possibilité de recourir à la manière forte hein, comme moyen de pression. Par ailleurs, le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe, par lequel les États-Unis se réservent le droit d'intervenir dans les affaires intérieures de tout pays latino-américain si les intérêts de leurs citoyens ou de leurs entreprises sont menacés. Enfin, la diplomatie du dollar, qui consiste à créer une dépendance financière de ces États à travers la concession de prêts par les banques américaines et à pouvoir, par ce biais-là, exercer par la suite un contrôle politique sur leur gouvernement. Avec, donc, par contraste avec ces trois tendances, sous la présidence démocrate de Woodrow Wilson, la diplomatie morale est mise en place et elle est censée restaurer un lien de confiance avec les républiques latino-américaines. Cependant, dans les faits, malgré des grands principes proclamés, hein, moraux justement, elle ne met pas fin à un interventionnisme nord-américain. Il y a malgré tout une forme de continuité. Alors, d'une certaine façon, le Panama est la pierre angulaire d'une nouvelle doctrine stratégique qui voit le jour surtout, qui est formalisée après la Première Guerre mondiale, une fois le canal entré en exercice. En quoi consiste-t-elle? Il s'agit de la doctrine des Caraïbes. Alors, en quoi consiste-t-elle? C'est l'application spécifique à la zone des Caraïbes de cette doctrine Monroe révisée par le corollaire Roosevelt, c'est-à-dire dans une perspective interventionniste. Quel est le motif d'un traitement spécifique réservé à cette région, qui est cette mer des Caraïbes et les pays qui l'entourent? C'est que d'après les États-Unis, ils représentent une zone d'importance vitale pour la sécurité nationale de leur pays, ce qui les autorise à veiller à la stabilité, mais aussi à la loyauté de ces territoires, au besoin par des interventions militaires. Donc, cette volonté de stabiliser l'Amérique centrale et les Caraïbes s'accompagne d'un renforcement des capacités militaires stationnées dans la région, afin précisément de garantir en particulier la sécurité du passage interocéanique. Donc là, concrètement, ce sont des bases militaires et navales qui sont établies de part et d'autre de cette infrastructure vitale et sensible, en particulier à Cuba, mais aussi dans la zone du canal à Panama, donc de part et d'autre de l'isthme, et également au Nicaragua suite au traité Bryant-Trammore. Bien, les États-Unis établissent avec Panama une relation fondamentalement asymétrique. Hein. Plus que l'irruption d'un nouvel acteur, hein, rappelons que les États-Unis sont présents dans la région et en Colombie depuis le milieu du 19e siècle, notamment à travers la Panama Railroad Company, il s'agit d'un changement de statut. Hein. Dans toute la région et au Panama spécifiquement, les États-Unis se substituent progressivement à la présence britannique et française ou aux intérêts britanniques et français.
Et cependant, le cas panaméen présente des singularités sur lesquelles je vais revenir à différents niveaux. Alors, sur le plan politique et sécuritaire, après 1903, le Panama peut être défini comme un quasi-protectorat, ça n'en est pas un formellement, dans la mesure où les États-Unis exercent une tutelle évidente sur ce pays et en assurent la protection militaire. Vous savez que le traité de 1903 contient une délégation aux États-Unis de certains attributs essentiels à la souveraineté, comme la défense extérieure, mais aussi le maintien de l'ordre public, c'est-à-dire l'usage légitime de la force, et ce, pas seulement dans la zone du canal, mais sur toute la République. Le Panama, pour autant, n'a pas délégué aux États-Unis sa représentation extérieure et constitue au moins juridiquement, pour autant, donc un État à part entière dans le concert des nations. Sur le plan territorial, la zone du canal forme une sorte d'enclave états-unienne sur le territoire de la République panaméenne. Les États-Unis y jouissent de tous les attributs inhérents à la souveraineté sans en avoir le titre. L'article 3 du traité Hay Buno Barreya dit « como si fueran soberanos », comme s'ils étaient souverains. Donc, ils y établissent leur administration, la juridiction civile et militaire américaine, leurs tribunaux, leur police, leurs douanes, leurs postes, etc., dans tous les domaines. Et bien sûr, c'est l'anglais qui accourt là-bas. Sur le plan démographique et culturel, l'afflux de dizaines de milliers de travailleurs en très peu d'années, souvent anglophones et protestants, qui sont majoritairement recrutés par les États-Unis, crée un bouleversement sans précédent dans ce petit territoire. Les chiffres de la croissance démographique sont éloquents, vous les avez sous les yeux, et on voit que la population panaméenne double quasiment en 30 ans. Et ces populations, il faut penser qu'elles s'établissent sur un petit espace de la République, c'est-à-dire très majoritairement sur le couloir interocéanique, et donc avec une densité plus forte encore. Sur le plan économique, les manifestations sont là encore multiples. Alors, on connaît le premier élément, la dollarisation de l'économie, mise en place en 1904, c'est le premier pays latino-américain à le faire. Deuxième point, les transferts financiers en provenance des États-Unis. Bien entendu, les 10 millions versés au moment de la signature du traité, mais aussi une rente annuelle de 250 000 $, ainsi que de nombreux emprunts réalisés par le gouvernement auprès de banques états-uniennes pour financer sa modernisation. Enfin, n'oublions pas un dernier élément financier qui est la présence de la United Fruit Company, qui est une sorte d'enclave bananière au Panama et qui transforme ce pays avec le Costa Rica et la Colombie en l'un des trois principaux producteurs de bananes au monde à cette époque. Donc, on le voit, la nouvelle relation qui se tisse avec les États-Unis et le Panama est une relation fondamentalement asymétrique. Alors, comment cette perception, c'est ma deuxième partie, comment cette présence et ce rôle des États-Unis sont-ils perçus dans le nouvel État-nation panaméen qui se constitue en 1903? Cette relation est ambivalente, c'est-à-dire elle génère à la fois des espoirs, suscite de l'admiration pour le modèle nord-américain, évidemment, mais la présence et l'attitude des États-Unis sont aussi des motifs de mécontentement ou de plainte pour les Panaméens. Et là, je pense très important d'éviter, pour les candidats à l'agrégation en particulier, d'éviter une lecture univoque et manichéenne, bien entendu, dans l'étude des relations et perceptions réciproques entre ces deux entités, ces différents acteurs. C'est-à-dire une vision purement victimiste du Panama qui oublie les bénéfices dont une partie de la population a tiré profit et qui ne distingue pas la part d'attraction réelle exercée par les États-Unis, conduirait évidemment à une déformation, un réductionnisme historique. Et à cet égard, il convient de distinguer deux périodes. Les années 1903-1914, qui sont marquées par de grandes attentes, une forme d'optimisme de la population panaméenne et chez les élites par rapport aux espoirs suscités par la construction du canal, et l'après-Première Guerre mondiale, qui est marquée par une forme de désenchantement, de désillusion, cette temporalité rejoint en grande partie les cycles économiques que vous voyez là, et donc qui est liée notamment à cette récession qui s'établit au cours de la Première Guerre mondiale et un peu après. Alors, jusqu'au changement qu'inaugure le traité de 1936, sur lequel je terminerai, le Panama et les États-Unis ne constituent pas des alliés en tant que tels, dans la mesure où le Panama est placé dans une relation de claire subordination liée au protectorat de facto, sinon de jure, assumé par les États-Unis. Alors, ceci, les États-Unis rappellent régulièrement cette prééminence, notamment pour prévenir une révolution dans l'isme ou pour veiller à leurs intérêts. Alors, on va le voir comment. Par exemple, en 1904, quand il réclame la dissolution de l'armée nationale, théoriquement pour éviter une rébellion libérale, et donc c'est à partir de ce moment-là où le Panama se voit privé d'armée. En 1916, quelques années après, la police nationale se voit privée de ses armes lourdes, donc désarmée partiellement, et ce, malgré les vives protestations du gouvernement panaméen,
Cela fait suite à des affrontements entre la police, justement, et des militaires nord-américains dans l'Est. Par ailleurs, en vertu de l'article 136 de la Constitution de 1904, pas moins de 6 interventions armées hein, interviennent en moins de 2 décennies, vous en avez là les dates, sur le territoire de la République. Alors, ces interventions armées, ces occupations militaires viennent compléter un vaste répertoire d'ingérence américaine dans les affaires intérieures du Panama et qui ont lieu, c'est important de le noter, parfois en complicité avec les élites dirigeantes. Parce que, effectivement, les élites et aussi la population locale présentent un grand éventail de réponses, qu'il s'agisse de stratégies d'accommodement ou au contraire de résistance face à cet acteur hégémonique. Et la période illustre les multiples modalités pour s'adapter à ce nouveau contexte géopolitique. On le voit à travers différents exemples. Alors, officiellement, ce qui domine, ce sont des relations de fraternité et d'amitié entre les deux nations sœurs. La visite de Theodore Roosevelt dans l'Isthme en 1906 l'illustre parfaitement. Là, vous en avez une image avec Manuel Amador Guerrero et Theodore Roosevelt au centre devant la cathédrale. Toutefois, 2 exemples montrent l'ambivalence des autorités panaméennes face à l'ingérence des États-Unis. Premier exemple, la présence militaire et le rôle justement des troupes nord-américaines dans le maintien de l'ordre dans la République. Alors, les élites politiques sont ambiguës à cet égard. Elles se plaignent régulièrement de cet interventionnisme, surtout quand elles sont dans l'opposition. Par contre, elles le sollicitent une fois au gouvernement, régulièrement, à plusieurs reprises. Elles sollicitent ces interventions, comme en 1925, pour réprimer le grave mouvement des locataires, la grève des locataires, qui tourne à l'insurrection à ce moment-là et menace justement le pouvoir panaméen. Un autre exemple montre cette ambivalence. À plusieurs reprises, les États-Unis exercent un rôle de supervision électorale, ce qui signifie qu'ils contrôlent le déroulement des élections lorsque des perturbations sont à craindre, comme c'est le cas en 1908, 1912 et 1916. Mais cette ingérence vise aussi et surtout à s'assurer qu'un gouvernement hostile aux intérêts de la puissance nord-américaine ne parvienne pas au pouvoir. Et là encore, on peut voir que les responsables politiques panaméens sont ambivalents face à cette réalité. Et un bon exemple est Belisario Porras, le grand leader libéral, qui incarne une forme de nationalisme libéral soucieux d'équilibrer la relation avec les États-Unis à travers de multiples écrits et prises de position qu'il a eues au cours de sa carrière. Et pourtant, en 1928, quand il est ex-président, il a l'intention de se représenter aux élections qui ont lieu cette année-là, élections présidentielles, et il va à Washington solliciter le soutien de Coolidge pour une intervention des États-Unis pour superviser ces élections, et espérant évidemment avoir l'appui de Washington pour les gagner. Finalement, elle n'aura pas lieu, cette intervention. Alors, passons à présent à la zone du canal. Juridiquement, donc je l'ai dit, c'est le droit et l'administration des États-Unis qui s'y exercent, et donc c'est une forme d'enclave américaine sur le sol panaméen. Alors cette situation génère de nombreux conflits. Quels sont-ils? Elle introduit une sorte de ségrégation spatiale visible dans les 2 principales villes de Panama, à la fois Colón et Panama, qui se voient privées de leur zone portuaire. La zone du canal, qui est illustrée là sur la carte, coupe littéralement le pays en 2, et elle est de ce fait vécue comme une amputation du territoire. Et elle va devenir avec le temps l'espace à reconquérir, un ferment essentiel du nationalisme panaméen et des luttes qui vont s'établir dans les décennies suivantes. Un lieu symbolique de cette dépossession est un lieu de la capitale, le mont Ancón, que vous voyez dans les 2 images du bas, le Cerro Ancón. C'est une colline verte et fraîche qui a longtemps été le poumon de la capitale, située tout proche du centre-ville. Et elle se trouve finalement incluse dans la zone du canal, devant la partie panaméenne de la capitale. Donc là, on a un poème que j'ai mis en ligne, Al Cerro Ancón, d'Amelia Denise de Icaza, qui exprime notamment justement cette nostalgie de la terre perdue, symbolisée par ce cerro. Un autre problème lié à la zone est son régime économique d'extraterritorialité. C'est le cas en particulier des commissariatos, des grands magasins de la zone, dont les marchandises ne sont pas soumises à l'impôt et qui étaient censés être réservés aux seuls travailleurs du canal et aux résidents de la zone. Cependant, cette règle initiale va être contournée, donne lieu à un très important trafic illégal de marchandises qui sont vendues à bas prix dans toute la République. Alors, cela crée une concurrence déloyale pour le commerce national, mais aussi un grave manque à gagner pour le fisc panaméen. Et donc, c'est une source de graves dissensions entre les autorités panaméennes et les États-Unis. Les États-Unis, par ailleurs, font du Panama et de la zone en particulier un modèle de leur action civilisatrice dans leur arrière-course centra-américaine.
On peut dire que la zone est conçue comme un laboratoire du savoir-faire des États-Unis pour domestiquer les tropiques d'une certaine façon, qui sont, vous le savez, réputés inhospitaliers, impropres à la civilisation par les maladies, etc. Et donc, on le voit à travers ces illustrations, ces images, on y vante la modernité de cette zone et des installations du canal, mais également le modèle de la cité-jardin, aérée, arborée, bien ordonnancée, et qui reflète finalement les valeurs incarnées par les États-Unis d'hygiène, de rationalité et d'ordre qui règnent justement dans toute la zone du canal. Donc c'est là, je crois, une vitrine, évidemment, pour les Panaméens, mais aussi pour tous les voyageurs et visiteurs du monde entier qui passent par ce lieu de transit. Hein. Il faut penser qu'à partir de l'ouverture du canal, Panama est vraiment un lieu par lequel passent des milliers de voyageurs chaque année, au-delà des marchandises. Alors cette réalité contraste brutalement avec les abords immédiats de la zone, qui sont des zones pauvres et marginalisées, et qui concentrent les lieux de prostitution et de taverne. Hein. Donc là, le contraste est d'autant plus fulgurant. Un autre phénomène est la nord-américanisation de la culture et de l'espace public. Alors, les rapides mutations provoquées par l'afflux à la fois des ouvriers du canal, mais aussi des résidents de la zone, et il ne faut pas oublier des nombreux militaires qui sont stationnés là, favorisent la dissémination de l'anglais dans l'espace public, tant de Colón que de la ville de Panama. Cette situation génère de vives protestations et très tôt. Par exemple, la ville de Panama crée en 1917 un comité pour la préservation de la langue espagnole, comme à Porto Rico d'ailleurs, c'est intéressant. Et la dénonciation de l'anglais constitue l'un des leitmotifs d'un mouvement nationaliste très important qui est constitué en 1923, Acción Comunal, qui fera vraiment de la défense de la langue l'un de ses devises. Hein. Oui, vous l'avez là, hable en espagnol, cuente en balboas. On observe également des résistances liées au nouveau mode de vie introduit par ces travailleurs ou ces résidents de la zone qui sont jugés, en particulier par la frange conservatrice de l'isme, comme un relâchement des mœurs ou des coutumes importées qui risquent de dénaturer l'identité nationale panaméenne. Je l'illustre par quelques images là. Autre point sensible, aussi bien pour la presse que ça se reflète aussi dans la correspondance privée des autorités panaméennes et du corps diplomatique étranger que j'ai pu consulter, ceux-ci dénoncent très régulièrement une attitude jugée arrogante et condescendante des Nord-Américains envers les populations locales, quelle que soit la classe sociale concernée. Ainsi, un petit exemple, c'est le ministre résident des États-Unis à Panama, William Price, qui donc a la fonction d'ambassadeur des États-Unis, qui qualifiait le Panama devant ses interlocuteurs de republiquita. Alors, c'est un terme évidemment à première vue affectueux, mais qui est évidemment très dévalorisant et qui traduit vraiment le rapport de force qui était introduit de cette façon. Par ailleurs, toute entrée dans le pays, et pas seulement dans la zone, était soumise à des contrôles très stricts du bureau sanitaire de la zone, aux grandes dames des officiels panaméens qui se voyaient dépossédés comme étrangers dans leur propre pays, soumis à ces contrôles des Nord-Américains. Évidemment, les entrées dans la zone étaient aussi soumises à des contrôles de la police de la zone, d'autant plus insistants s'il s'agissait de populations de couleur. Car à cette condescendance à laquelle je me référais s'ajoutent des phénomènes de racisme, de discrimination à l'égard des populations non blanches ou non anglophones. Et notamment le double système de rémunération des travailleurs du canal l'illustre. Mais il faut bien faire attention, ce phénomène de racisme opère à plusieurs niveaux et les élites panaméennes, évidemment, n'en sont pas exemptes, elles qui étaient majoritairement blanches, évidemment, et avec un racisme assez prononcé envers les populations noires et les populations indigènes gunas, ce qui va notamment être à l'origine de l'insurrection de San Blas en 1925. Alors, les États-Unis constituent un modèle ambivalent pour ériger le nouvel État panaméen. Le processus de nation building panaméen s'inscrit dans un contexte de dépendance et de subordination. Les États-Unis sont un modèle incontournable pour atteindre la modernité à laquelle aspirent les classes dirigeantes, mais en même temps, cette prépondérance nord-américaine contrarie la construction d'un État-nation indépendant et libéré de cette image, la légende noire du Panama comme une nation artificielle made in Washington. Donc, ces élites, elles sont elles-mêmes formées à l'étranger et donc occidentalisées, cosmopolites, et elles adoptent une attitude ambivalente à l'égard des États-Unis, faite à la fois d'admiration et de défiance. Alors là, je l'ai illustré à travers 4 points que je présente très brièvement, des domaines. On voit une formidable pénétration culturelle, notamment dans les habitudes de consommation, la bière qui envahit avec plein de marques et toujours de noms anglais, mais aussi le sport. Dans le secteur de l'éducation, les nouvelles pédagogies en provenance d'Europe, mais aussi des
États-Unis soient introduites et comme des pédagogues qui vont être chargés de diriger les principales institutions éducatives qui sont créées. Si on pense aux styles architecturaux, il y a une grande vogue pour le néoclassicisme, hein, qui fait penser aux villes américaines notamment, et pour tous les bâtiments publics, enfin, en tout cas un grand nombre. Et enfin, sur le féminisme, là vous avez un exemple d'une femme, Esther Neira de Calvo, qui va justement voyager aux États-Unis et s'inspirer des mouvements du féminisme nord-américain pour créer des associations équivalentes, une association équivalente au Panama. Mais en parallèle, dès le début de la République, les élites professent un vibrant hispanisme, à la fois comme matrice identitaire structurante pour la nation dans ce nation building, mais aussi comme compensation symbolique face à la domination nord-américaine, qui est évidente sur le plan politique, diplomatique, économique. Hein. Alors, on a vu, le dollar est adopté, ce sont bien des billets américains qui circulent, mais malgré tout, on crée une monnaie nationale, hein, qui est symboliquement nommée le Balboa. Par ailleurs, de nombreuses politiques symboliques et commémorations mettent en avant les racines hispaniques et également d'ailleurs l'amitié latine. Hein, j'en ai donné quelques exemples, avec des monuments confiés justement à des sculpteurs espagnols. Un autre exemple est la mode pour le style néocolonial qui est affectionné par les élites dans les quartiers résidentiels qui voient le jour au cours des années 20. Donc on constate une relation complexe d'imitation et de différenciation à l'égard des États-Unis. Et à partir des années 20, il y a une inflexion puisque la présence nord-américaine suscite un rejet croissant et un phénomène de nationalisme réactif, notamment incarné par Acción Comunal et qui prospère dans les classes moyennes et populaires. Et pour cela, il convient, je pense, de mettre en perspective la célébration du cosmopolitisme, qui est une constante du discours des élites et des autorités, depuis le Canal français jusqu'aux années 10. Hein, on parle du Panama dans les discours comme le pont du monde, le cœur de l'univers. Le Canal apparaît comme l'illustration de la fusion harmonieuse des races anglo-saxonnes et latines. Mais cette harmonie est toute relative, hein, puisque ce discours optimiste, ouvert au cosmopolitisme des débuts, c'est de la place à une forme de désillusion, de repli nationaliste et un fort sentiment nord-américain. Alors, j'en termine avec ma troisième partie qui sera un peu plus courte et qui s'inspire notamment des études postcoloniales, de la New Imperial History, qui introduisent un regard nouveau sur les logiques internes aux empires. Et je pense que c'est important à prendre en compte. Malgré cette réalité d'hégémonie et de dépendance, la relation n'est pas qu'univoque. Elle ne doit pas être lue en sens unique, à savoir que le Panama devrait se plier systématiquement aux exigences nord-américaines. On a souligné, là je l'ai montré, des formes de collaboration de la part des élites qui ont su tirer un profit personnel à cette entente, mais le Panama a aussi su trouver des marges de manœuvre pour négocier à son avantage sa relation avec les États-Unis, lesquels ont dû s'adapter aussi à cette réalité évolutive. Alors, quels sont les facteurs qui conduisent justement les États-Unis à devoir composer avec cette republiquita, hein, pour reprendre son terme, qu'est le Panama? D'abord, la pression de l'opinion publique, à la fois nord-américaine, mais aussi internationale, en particulier latino-américaine, mais aussi le besoin d'améliorer les relations avec les autorités et la population panaméenne afin de dépasser la méfiance qui s'est installée entre les deux parties. Et cette évolution explique très clairement l'instauration de la Good Neighbor Policy, la politique du bon voisinage en 1933, qui débouche sur le nouveau traité Arias-Roosevelt de 1936. Cependant, dès les années de la fin de la Première Guerre mondiale, des inflexions apparaissent, notamment avec le surgissement du multilatéralisme et du droit international. Alors, on le voit à travers la Société des Nations et l'Union panaméricaine, hein, créée en 1910, qui sont les nouveaux instruments du multilatéralisme et auxquels les républiques latino-américaines pour lesquelles elles ont nourri un véritable espoir. Je donnerai un seul exemple, la Société des Nations, par exemple, les délégués panaméens ont proposé de confier à cet organisme international la garantie de l'indépendance et de la neutralité du canal en lieu et place des États-Unis. Alors évidemment, les États-Unis ne faisaient pas partie de la Société des Nations et la proposition n'a pas abouti, hein, mais c'est pour voir les espoirs qu'elle a suscités. Bien, donc les années 20 voient aussi, hein, rappelons-le, la montée en puissance du sentiment nord-américain qu'on voit notamment dans l'évolution des conférences panaméricaines. Bien, donc c'est ce qui explique pourquoi le Panama finalement et les États-Unis vont accepter de renégocier le traité du Canal en deux cycles, hein, 1924-26 et 1933-1936. Alors, un exemple, je crois que j'ai pas le temps de le traiter, je pourrais revenir pendant la discussion si vous le souhaitez. En 1926, ce grand congrès, le centenaire panaméricain qui illustre également cette inflexion.
Mais je reviendrai simplement sur le coup d'État de 1931, où les États-Unis finalement ne vont pas, sont surpris par ce coup d'État et ne vont pas intervenir militairement. Il est perpétré par action communale et finalement les États-Unis vont accepter le fait accompli qui les confronte à un pouvoir beaucoup plus revendicatif et moins conciliant que les précédents et qui va mettre en place une stratégie d'internationalisation de la question du canal qui va être payante, hein, parce qu'elle va permettre justement de déboucher, ma dernière diapositive, sur le traité Arias-Roosevelt de 1936, qui donne une réponse positive finalement à de nombreuses demandes, hein, des Panaméens, et qui montre que le Panama a aussi su gagner des batailles. Alors, ce traité met fin aux manifestations les plus flagrantes du protectorat de facto instauré par les États-Unis, et en particulier à leur droit d'intervention militaire en tout point sur la République, donc ils y renoncent, mais également d'autres points, l'augmentation de la rente annuelle, la réforme du fonctionnement des commissariatos, etc. Donc ces revendications sont certes encore limitées, hein, puisqu'elles ne remettent pas en cause le régime juridique de la zone, sa concession à perpétuité, ni la présence militaire états-unienne dans la zone, mais elle démontre que les États-Unis ont aussi dû faire des concessions et négocier avec les Panaméens pour maintenir leur position hégémonique. Une petite conclusion en deux mots. Donc on l'a vu, la relation entre les États-Unis et le Panama est complexe et on ne saurait la lire de façon univoque. Et là, il faut prendre garde, le récit historiographique qui a été hérité des années 1950-70, influencé par les mouvements de décolonisation et les courants marxistes, peut conduire parfois à une lecture par trop réductrice de la relation, me semble-t-il. Et j'ajouterai comme recommandation que toute histoire globale doit aussi être réalisée à plusieurs échelles, et notamment au niveau des acteurs, afin de distinguer d'une part la relation bilatérale entre États, et aussi le rôle et la perception des multiples acteurs concernés, lesquels offrent un éventail très large et évolutif dans leurs attitudes face à la présence nord-américaine, selon les classes sociales, selon les catégories professionnelles, selon les origines ethniques, etc. Voilà, je vous remercie. Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour cette performance véritable qui consiste à résumer en 33 minutes à peu près une question extrêmement complexe sur laquelle nous allons évidemment revenir tout à l'heure avec les questions. Je présente sans plus tarder notre deuxième intervenante, Hélène Arter, membre historique de l'Institut des Amériques, cofondatrice du séminaire Perspectives transaméricaines, il faut le rappeler, et qui parle aujourd'hui en sa qualité essentielle d'historienne de l'Amérique du Nord, spécialiste des États-Unis et du Canada. Elle enseigne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et alors, parmi ces multiples publications que je ne vais pas toutes rappeler, peut-être qu'on peut rappeler qu'elle a publié en 2017 Les États-Unis dans la Grande Guerre, et plus en relation avec la question de Panama, mentionner un article sur Roosevelt au Panama, publié dans un ouvrage collectif Le temps du voyage par Agnès Tachin, et annoncer que, alors pas le 12 décembre, mais quelques semaines plus tard, en janvier, me dit-on, peut-être, elle publie une biographie de Eisenhower, euh, Eisenhower qui, je l'apprends aujourd'hui, passa quelques années de sa jeunesse au Panama, ce qui peut éclairer la question aussi de manière originale. Voilà, je lui cède immédiatement la parole et la remercie encore une fois de sa présence. Merci Roland pour cette invitation et ce sujet qui est un sujet intellectuellement extrêmement stimulant. Comme tu l'as rappelé, mon intervention partira de l'Amérique du Nord et plus particulièrement des États-Unis, puisque dans le sujet qui nous intéresse, le Canada est extrêmement peu prenant, hein, puisque sur l'essentiel de la période, c'est un dominion qui appartient à l'Empire britannique, donc il est dans d'autres questions. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation aussi structurée et organisée que mon collègue à dessein. Nous avons échangé en amont sur la manière dont nous avons conçu et pensé cette séance, mais plutôt avoir cinq thèmes qui vont me permettre de rebondir et vous allez le voir, d'être en complémentarité avec ce qui a été dit précédemment. Alors, la première thématique, c'est évidemment de penser en termes d'enjeux géopolitiques
et d'enjeux géopolitiques dans une logique multiscalaire. Alors tout d'abord, régional, hein, on a bien vu combien la question se posait dans le bilatéral et dans un bilatéral qui est aussi porteur d'une dimension régionale, en vous rappelant évidemment la force de la doctrine Monroe, 1823, qui va prendre une nouvelle dimension dans les années 1880. C'est le moment, vous le savez certainement, où Ferdinand de Lesseps, pour la France, projette de construire un canal, déjà en ces lieux, auquel répond le président américain, il s'appelle Hayes, ça s'écrit Hayes, un canal sous contrôle américain ou pas de canal. Vous voyez que la formule dit tout. Et ça correspond bien à une décennie qui est aussi celle du début du panaméricanisme, que l'on appelle, quand on est spécialiste de l'Amérique du Nord, la nouvelle destinée manifeste. C'est-à-dire que on part de la destinée manifeste qui a été évoquée tout à l'heure autour de la guerre contre le Mexique de 1846, et on pense une nouvelle structuration autour de 1885, d'un nouvel expansionnisme. On est en sortie de guerre civile, on est dans une période où on pense la nation, comment on la reconstruit après cette guerre qui a fait plus de 500 000 morts. On est en pleine révolution industrielle, on pense l'outre-mer. Et ce que je trouve intéressant, c'est que jusqu'à présent, ceux qui pensaient les Caraïbes, c'était le Sud, exploiteur pardon, de coton, et désormais, cette Caraïbe devient un sujet national aux États-Unis avec un centre d'intérêt qui va traverser l'ensemble des espaces géographiques, mais j'ai envie de dire aussi l'ensemble de la population, aussi bien les élites que les classes plus populaires, qui vont soutenir les décideurs dans ces choix politiques. Alors, vous l'avez compris, hein, ce moment commence plutôt autour de 1885. Il va se cristalliser avec la guerre de 1898, hein, la guerre hispano-américaine. Euh, Moi, j'aime bien parler de moment 1898, comme on dit, un moment 1968, c'est-à-dire un moment où vous avez plusieurs phénomènes qui vont prendre sens, qui vont s'exprimer, et ça nous permet de nous rappeler qu'en fait, cette guerre de 98, elle trouve ses racines, en fait, dans un moment qui est l'élection présidentielle de 1896. Alors, vous le savez certainement, aux États-Unis, les élections ont lieu tous les 4 ans, hein, c'est un rituel immuable. Cette élection de 96, elle est intéressante parce qu'elle oppose d'un côté McKinley, que mon collègue vous a signalé, face à lui, un candidat qui s'appelle Bryan, Bryan, qui a obtenu le vote des démocrates, mais aussi le soutien des populistes. Et donc, on voit bien que c'est deux modèles de société qui sont en opposition et qu'on propose au peuple américain, et que c'est ce modèle internationaliste McKinley qui va l'emporter, et que les populistes tournés vers l'intérieur du pays vont être en position de minorité. C'est un moment qui va durer, puisque McKinley l'oubliait, hein, vous le savez peut-être, il est assassiné par un anarchiste en 1901. Donc l'historiographie va avoir tendance à faire comme si tout avait été inventé avec Theodore Roosevelt. Et c'est vrai que la personnalité de Theodore Roosevelt est tellement ample que finalement, il est hyper présent. Et donc, on a une forme de continuum, hein, qui va s'installer sur cette première décennie du siècle, qui est finalement assez paradoxal parce que c'est à la fois, je dirais, un temps d'acceptation de la puissance, et on voit bien la rupture fondamentale que c'est pour les Américains de dire nous sommes une puissance comme les Européens, alors qu'on s'est construit dans un projet anticolonialiste, anti-européen, et donc désormais on tourne la page de ce moment-là, et en même temps on est sur des modifications en particulier, et c'est lié, sur des réorganisations des pouvoirs aux États-Unis et en particulier l'émergence du pouvoir présidentiel. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Jusque-là, on est dans l'esprit de la Constitution qui dit que la politique étrangère est une compétence du Congrès. Désormais, c'est le président qui est au centre
des politiques étrangères. Et donc, on voit bien comment tout ça va se cristalliser avec ce fameux voyage de Roosevelt, fondamental hein, pour les Américains parce que c'est la première fois de l'histoire qu'un président des États-Unis quitte le sol national pour aller faire un voyage officiel à l'étranger. Et mon collègue vous a très bien expliqué qu'en fait, c'est un étranger tout en n'étant pas un étranger, tout en étant un parti un étranger, mais ça reste quand même symboliquement l'idée qu'on accepte que la priorité des États-Unis, ce n'est plus strictement les affaires intérieures, mais c'est désormais la politique étrangère. Bon, on y reviendra peut-être sur les questions, pour clôturer ce premier point. Les autres seront peut-être un peu plus rapides. Quand même, la présence des anti-impérialistes hein, qui se constituent, nous sommes en 1898, dans une ligue qui s'appelle Ligue anti-impérialiste. Et donc, on voit bien que le mouvement existe. Et on voit bien aussi, mais ça serait peut-être un autre sujet, la question des circulations de l'anti-impérialisme dans une logique hémisphérique, et pas uniquement à l'échelle des latino-américains, mais aussi d'intégrer ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe au Canada. Deuxième point, il est lié au précédent, c'est que cet intérêt géostratégique pour les États-Unis est en train de devenir mondial à ce moment-là. On l'a rappelé, première mondialisation, il représente 10% du commerce mondial et le commerce extérieur, c'est 6% de leur PNB. Donc, ça veut dire des infrastructures, s'intéresser au Panama, mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est que leur regard ne se porte pas que sur cette dimension géographique et qu'ils ont des intérêts extrêmement développés qui sont en train de se développer en premier lieu en Asie-Pacifique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez en tête que les politiques qu'ils mènent en direction du Panama ou de Cuba s'inscrivent dans une vision géopolitique mondiale où il y a des parallélismes dans l'Asie-Pacifique. Quelques dates pour que vous voyez les choses. C'est dès 1844, donc vous voyez c'est très tôt, qu'ils signent un premier traité de commerce avec la Chine. C'est en 1853-1854 qu'ils obligent le Japon à s'ouvrir aux Occidentaux. C'est en 1867 qu'ils achètent l'Alaska à la Russie. C'est en 1867, toujours année extrêmement active, et on sort de la guerre civile, qu'ils signent un premier accord de commerce avec Hawaï. Hawaï qui est victime d'une révolution fomentée par les planteurs de canne à sucre américains en 1893 et qui finit par être annexé en 1898. Donc on voit bien que ces États-Uniens, ils pensent le Panama, ils pensent les Caraïbes, tout en pensant d'autres espaces, en particulier l'Asie-Pacifique. Et puis bien sûr, deuxième espace, et j'ai envie de dire c'est le premier pour eux, c'est la question de l'Europe, puisque l'Europe, c'est 2 tiers des exportations américaines en valeur. Donc c'est vraiment là où se passent les choses les plus importantes économiquement. Donc ça veut dire que on a une vision qui est mondialisée. Je rajouterais que c'est une vision qui est interdépendante, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres, en particulier les Britanniques extrêmement présents en Amérique latine, et on ne peut pas exister sans les autres. D'où évidemment l'importance de cette infrastructure qui est Panama et toutes les stratégies qu'on va développer pour se rendre maître de cet espace. Troisième élément sur lequel je voudrais insister, c'est la question évidemment de l'évolution. Hein, vous êtes sur une longue période historique, plusieurs générations. Évidemment, on n'est pas pareil en 1936 et dans les années 1980. Et pour compléter ce qu'a dit très justement mon collègue, peut-être faire un zoom sur la Première Guerre mondiale, qui est un temps généralement oublié de la recherche pour les États-Unis parce qu'on considère qu'ils ne sont en guerre que de 17 à 18, en oubliant que la temporalité est beaucoup plus large, et en ayant à l'esprit, et je vous renvoie aux travaux d'Olivier Compagnon, que dès 1914, dès le mois d'août, hein, les États-Unis déclarent la neutralité, mais ils se posent la question de la sécurisation des Américains. Je vous rappelle, mais vous le savez peut-être, qu'en décembre 14,
il y a eu une bataille navale qui a opposé la flotte britannique à la flotte allemande au large des Malouines. Hein, donc, c'est vous dire que cette Première Guerre mondiale, elle se déploie très loin et elle se déploie jusqu'aux Amériques. Donc, premier objectif, obtenir des pays latino-américains qu'ils optent pour la neutralité dans la guerre en s'alignant sur les États-Unis, ce qui est le cas. Et puis ensuite, deuxième objectif, en avril 17, quand les États-Unis entrent en guerre, obtenir que les pays latino-américains s'alignent sur la nouvelle position des États-Unis. Alors, vous allez avoir trois cas de figure. Ceux qui s'alignent, si je ne me trompe pas, le Panama en fait partie. Comme le Brésil, comme le Costa Rica, comme le Nicaragua, avec des temporalités différentes. Ça ne veut pas dire qu'on envoie des hommes ou quoi que ce soit, mais voyez, on est dans l'alignement symbolique. Le Brésil en particulier parce que il a eu plusieurs bateaux qui ont été torpillés, il a énormément d'échanges commerciaux avec l'Europe et donc il se sent menacé par la guerre sous-marine à outrance des Allemands. 6 autres pays, par contre, vont rompre les relations diplomatiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de relations. Donc, c'est envoyer un signal de dire que ils ont quitté la neutralité et ils ne veulent plus avoir rien à faire avec l'Allemagne. C'est notamment le cas de la République dominicaine et puis du El Salvador, pardon, dans cette zone géographique. Et puis, bah, il y a les 6 qui décident de rester neutres, donc de dire non aux États-Unis. C'est le Mexique, c'est le Venezuela, la Colombie, le Chili, l'Argentine et le Paraguay. Donc vous voyez que ce sont des pays qui sont des pays influents en Amérique latine. Je pense évidemment dans cette liste au Chili et à l'Argentine, qui ont les moyens de dire non parce que non seulement ils sont loin, mais ils ont une influence régionale qui font qu'ils ne constituent pas l'arrière-cour des États-Unis. Donc ça vous montre qu'en fait, cette doctrine Monroe, elle est extrêmement mobilisée par les Américains, mais avec des résultats plus ou moins importants selon la force des pays latino-américains. Et le fait qu'on ait 3 réponses différentes vous montre bien que ça ne va pas de soi, hein, contrairement à ce qui va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, où les pays vont finalement quasiment tous s'aligner. Alors parfois certains au printemps 45, voilà, quand ils peuvent plus rien faire d'autre, mais on est dans une logique différente. Les années 20, je vais très rapidement, sont des années sur lesquelles finalement on s'interroge moins aux États-Unis hein, sur cette région parce qu'on a quand même l'impression qu'on la maîtrise. Mon Roland Béat a rappelé avec gentillesse que je sors une biographie d'Eisenhower. Eisenhower a été déployé à Panama entre 1921 et 1925, hein, donc vous voyez au cœur de votre sujet. À cette époque-là, c'est un jeune major, hein, il a une trentaine d'années, et il est le numéro 2 du général qui a en charge le régiment qui sécurise notamment Camp Gaillard, hein, qui est le grand camp qui assure la sécurité du Panama. Et c'est intéressant parce que ce général qui s'appelle Conner, CO2NER, a été un adjoint de Pershing. Hein. Pershing, c'est l'homme qui commande les troupes américaines en France pendant la Première Guerre mondiale. Et finalement, Conner, à ce moment-là de sa carrière, est en perte de vitesse. Hein. À un moment donné, on a pensé qu'il allait devenir chef d'état-major de l'armée de terre américaine. Finalement, on va lui préférer MacArthur. Et donc, finalement, on voit bien que quand on est un général et qu'on est déployé au Panama, c'est pas forcément le poste le plus prestigieux auquel on peut prétendre. Et on sent bien que si on fait ce choix, c'est qu'il n'y a pas un enjeu stratégique majeur. Les enjeux stratégiques pour les Américains à ce moment-là, ils sont plutôt en Asie-Pacifique. Alors, quatrième et cinquième point, vous allez voir, c'est assez rapide, mais je voulais quand même poser les idées. Quatrième point, c'est d'avoir, alors peut-être quand même, oui, pour conclure ce troisième point, quand même, une fois que j'ai dit tout ce que j'ai dit, l'idée d'un exceptionnalisme américain au sens hémisphérique pour les États-Unis. Qu'est-ce que j'entends par là? On y reviendra peut-être sur les questions. C'est que, on l'a rappelé, les États-Unis n'entrent pas à la ont tendance à se replier de l'Europe, mais ne se replient pas des Amériques.
Hein, je vous rappelle que il continue d'avoir des relations qu'on a mentionnées. Il coupe l'immigration venant d'Europe, mais il ne coupe pas l'immigration venant des Amériques, ainsi de suite. Donc il y a vraiment un exceptionnalisme des Amériques dans les années 20 et les années 30 qui est intéressante et qui nous rappelle que finalement, cette doctrine Monroe, elle est puissante. Alors, quatrième point, bah, c'est un peu le lien avec ce que je viens de dire précédemment. Une nouvelle place dans le concert des nations. Donc, se rappeler hein, que les États-Unis ont refusé le modèle européen, qui n'appartiennent pas à ce qu'on appelle le modèle westphalien. Alors, si vous avez des souvenirs d'histoire ancienne, le modèle westphalien, ça vous fait remonter aux guerres du XVIIe siècle et de Louis XIV. Donc, cette idée d'équilibre des puissances entre les grandes puissances européennes et qu'il ne faut pas qu'une grande puissance prenne trop de puissance parce que les autres se sentent menacés et déclarent la guerre. Donc, en fait, les États-Unis se sont tenus à l'écart de tout ça, et ce n'est qu'avec la présidence Roosevelt, Théodore, qu'ils ont rejoint le concert des nations. Alors, je vous donne quatre exemples. Le premier, c'est la Cour internationale de l'Haye, née extrême fin du XIXe siècle. Rôle de médiateur dans la guerre russo-japonaise, on est en 1904-1905. Ça vaudra le prix Nobel de la paix à Theodore Roosevelt. Rigoler est interdit à ce moment-là, hein, puisque vu tout ce que mon collègue vous a rappelé, penser qu'on ait pu donner le prix Nobel de la paix à Theodore Roosevelt est quand même un peu cynique. Et puis médiation de paix aussi entre la France et l'Allemagne à propos du Maroc, on est en 1906. Donc vous voyez que on est vraiment dans une entrée dans le concert des nations qui va être arrêté brutalement avec la fin de la Première Guerre mondiale, le refus d'adhérer à la SDN. Comme mon collègue, j'attirerai votre attention sur le fait que l'historiographie de ces dernières années a quand même évolué et qu'aujourd'hui, en fait, on est beaucoup plus nuancé et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, les Américains participent des relations internationales avec l'Europe notamment sur la dimension économique, hein, c'est-à-dire qu'ils négocient la question des dettes de guerre. Donc, ils sont beaucoup plus acteurs qu'on ne l'a dit, hein, c'est le fameux plan Dawes en 1924. Et Scoop, ils siègent à la SDN, non pas en tant que pays, mais ils envoient des experts dans ce qu'on appelle les commissions techniques, c'est-à-dire OIT, l'Organisation internationale du travail, questions sanitaires, et ils sont aussi présents par le biais des fondations. Je pense notamment aux fondations Carnegie, Fondation Rockefeller. Donc l'État n'y est pas parce que ce sont des choix politiques de la population, mais l'influence américaine est vraiment extrêmement présente à la SDN pendant toutes ces années, ce qui veut dire aussi que ces Américains à la SDN rencontrent les représentants des pays latino-américains qui sont à la SDN. Et donc, on parle, on discute, on réfléchit à des questions, il se passe des choses. Hein. Donc, il ne faut pas négliger cette dimension du sujet. Ce qui m'amène à mon dernier point, on l'a un petit peu évoqué, c'est le rôle des acteurs privés aux États-Unis dans la définition de la politique états-unienne. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les hommes d'affaires et les responsables politiques travaillent la main dans la main. Parfois même, c'est la même personne qui incarne les deux fonctions. Hein, je vous renvoie à la fonction du consul. Le consul des États-Unis, en particulier en Asie-Pacifique, est souvent un homme d'affaires qui défend les intérêts des États-Unis et défend souvent ses propres intérêts. Et parfois, d'ailleurs, on se rend compte que la vie faisant bien les choses, ils ont épousé des filles, des sœurs de responsables locaux. Donc, vous voyez, ils défendent à la fois leurs intérêts personnels, familiaux et économiques, et en même temps, ils défendent l'intérêt des États-Unis. Plus largement, rappelez que la puissance publique est au service de l'économie. Vous avez peut-être vu une des slides de mon collègue. À un moment donné, il y avait le nom de Goethals qui était mentionné. Goethals, c'est l'ingénieur militaire américain qui est derrière la construction du canal. Et donc, on voit bien comment cette puissance publique, le gouvernement fédéral américain, en lien avec les entreprises, a en fait mené à bien le chantier de percement de ce canal. Idem dans les négociations commerciales qui sont au cœur de la politique étrangère américaine.
On a parlé d'empire informel tout à l'heure. Je vous rappelle que les questions économiques sont l'enjeu majeur des élections présidentielles aux États-Unis à ce moment-là, très souvent autour de la question des tarifs douaniers, hein, les droits de douane et le protectionnisme. 1896 est une élection qui s'est jouée en grande partie là-dessus. Le taux de douane des Américains à cette époque-là, c'est 57%. C'est-à-dire que si vous êtes un étranger qui vend aux États-Unis, votre produit vend 100 $, il prend 57 $ de droits de douane et désormais il est à 157 $. Donc vous voyez, c'est une question fondamentale. L'autre dimension, c'est évidemment la question de la sécurisation et de la militarisation, donc sécurisation des intérêts commerciaux, des routes du commerce. Vous voyez tout l'intérêt de militariser la zone du canal. Je vous mentionnais Camp Gaillard, hein, au début de votre période, ça s'appelle Camp Elliott, mais ça va être ensuite rebaptisé, à mettre en parallèle avec la militarisation de Pearl Harbor. Même principe, hein, Pearl Harbor, c'est une rade où les bateaux de commerce vont s'abriter des tempêtes. Et puis, ça va être, avant même la Révolution, une base militaire concédée aux Américains. Donc, Hawaï est indépendant, mais la monarchie hawaïenne a concédé la base aux Américains dans une forme d'extraterritorialité. Et à partir de 1898, ils vont militariser Pearl Harbor pour que ça devienne ce que nous connaissons aujourd'hui, avec une question centrale pour les Américains, c'est que la liberté et les libertés sont au cœur du système politique. Je rajouterai liberté économique, liberté de faire du commerce, liberté de circuler sur les mers. Et vous voyez comment on boucle la question avec Panama, puisque là, on est clairement autour de cette question centrale. Pourquoi on s'intéresse autant à Panama? C'est pour sécuriser les routes du commerce et s'assurer que ce commerce américain puisse prospérer dans un contexte de mondialisation. Donc finalement, Panama, à première vue, on l'a dit dès la première slide, un petit pays, hein, petite population. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est moins que la population de la ville de Washington au même moment. Hein, donc, ça vous dit quelque chose sur les rapports. La zone du canal, si je ne me trompe pas, mon collègue le dira mieux que moi, c'est à peu près 16 kilomètres hein, de large. Donc, finalement, à première vue, c'est pas grand-chose. Mais en même temps, vu les enjeux géostratégiques et économiques, c'est quelque chose qui est fondamental et donc ça rend évidemment encore plus pertinent votre sujet tel qu'il est libellé parce qu'on voit bien les emboîtements d'intérêts et finalement cette place des Américains qui est complexe et beaucoup plus simpliste qu'une simple une domination américaine sur un espace. Merci à vous. Non, merci beaucoup, Hélène Artère. Vous avez parfaitement respecté le temps et à deux, vous avez tenu exactement 1 heure, ce qui nous laisse une demi-heure pour les conversations, les questions à la fin. Alors, merci beaucoup à tous les deux pour la caractérisation de Panama, qui, j'ai envie de dire, avec son canal, est une espèce d'enclave dans l'enclave, l'État lui-même étant une enclave séparée de la Colombie, qui permet déjà d'avoir une première zone de sécurité avec la création ensuite du canal au milieu. Et puis on a vu évidemment ce que Hélène Artère appelait l'analyse multiscalaire, c'est qu'il faut distinguer toujours différentes échelles d'analyse. Et en même temps, on observe cette ambiguïté des relations. Comment dire d'une part, il y a, il me semble, la question de savoir à quel point Panama ne sert pas dans les analyses comme une espèce de microcosme qui représente l'Amérique latine dans son ensemble et qui permet d'analyser exemplairement les rapports entre Amérique latine et États-Unis, mais en même temps, c'est un cas si particulier qu'il y a une singularité qu'il faut développer. Donc, il y a un rapport symbolique fort, mais qui ne suffit pas à résumer la complexité de la situation. Et puis ensuite, il y a toutes ces ambiguïtés qui sont liées à la multiplicité des rapports entre Panama et les États-Unis, c'est-à-dire la sphère publique, la sphère privée, qui sont distinctes, mais on voit qu'elles ne le sont pas tant que ça, les intérêts personnels
passant parfois par le public pour se consolider. Et on peut également soupçonner que les pouvoirs publics parfois passent par des biais privés pour ne pas imposer publiquement et ouvertement ce qu'ils souhaitent atteindre. Et donc là, on est dans toute la difficulté de l'analyse de la situation. J'ai une première salve de questions que je propose de poser et éventuellement ensuite les réflexions que David Marcillassi aurait sur ce que Hélène a présenté pourront s'intégrer par la suite, mais je présente tout de suite les trois questions qui nous ont été posées par le public, quatre, pardon. Alors, trois questions pour commencer. Deux d'une collègue, Diana Burgos, qui pose la question de l'influence des États-Unis sur les mouvements féministes au Panama, d'une part, et la question de savoir en quoi le traité de 1936 constituerait ou non une inflexion dans les relations États-Unis-Panama. Ensuite, une autre question posée par un spectateur qui pose la question de savoir lorsque les interventions armées sont réclamées par le Panama, qui les réclame à l'intérieur de la société panaméenne? C'est-à-dire qui a intérêt à ce qu'il y ait des interventions armées? Voilà. Alors, j'en reste à ces trois questions pour l'instant. Je garde la suivante pour le second tour de questions et dans l'espoir que d'autres questions soient encore posées. Voilà. Je vous laisse voir entre vous comment vous pensez les répartir. Peut-être quand même rebondir sur ce que tu as dit, Roland. Moi, je trouve que c'est intéressant et peut-être rajouter un pays qu'on a peu mentionné, c'est Cuba, parce que finalement, bon, c'est pas le sujet, on est sur le Panama, mais on voit bien l'importance de Cuba pour les Américains, notamment 1898, puis les années après. On pense à Guantanamo. Donc, il y a peut-être aussi des éléments de circulation et de réflexion à mener quand tu parlais de spécificité et en même temps de lieu à travers lequel on voit l'ensemble de la relation. Donc, c'est peut-être aussi intéressant à rajouter cet élément dans la réflexion. Et je vais laisser David répondre parce que j'ai quand même l'impression que sur les trois questions, c'est Oui, mais peut-être lui le plus tu pourras à même de compléter, bien répondre et je entendu. compléterai avec plaisir. Voilà. Mais la mention de Cuba me semble effectivement très importante. Il y a d'ailleurs des circulations au cours des années 20, des circulations étudiantes de responsables étudiants du mouvement étudiant qui justement cherchent à rapprocher à la fois les revendications étudiantes de part et d'autre, mais aussi qui se posent des questions sur l'évolution du continent, ses rapports avec les États-Unis notamment. Et effectivement, je crois qu'entre Cuba et Panama, il y a une relation qui est ancienne, hein, qui remonte à l'époque coloniale, puisque sur la route des galions, effectivement, la Havane était très liée à l'isthme et qui se prolonge, je pense aussi, un peu par un destin historique finalement assez proche de ces deux nations. Voilà. Alors, juste une réaction par rapport à la remarque de Roland. C'est vrai que Panama peut être vu comme un microcosme de l'Amérique latine et en même temps dans sa singularité. Je pense aussi très important de prendre en compte que le continent américain, c'est 20 pays et il est très important de distinguer, ça a été dit à un moment par Hélène aussi, le poids et les intérêts des différents pays latino-américains par rapport à à la capacité d'influence des États-Unis et aussi à leurs intérêts propres. Et par exemple, donc il est évident qu'on distingue à la fois des petits pays qui d'ailleurs dans les manifestations diplomatiques, etc., s'affichent eux-mêmes hein, comme petits pays, ils assument cette position et en même temps, ils cherchent à travers le droit international à défendre leurs intérêts, donc d'une stratégie qui passe plus par ce biais-là, tandis que des pays, des puissances moyennes au niveau continental, l'Argentine, le Chili, mais aussi le Mexique, même si sa relation avec les États-Unis est plus complexe, peuvent aussi trouver un certain intérêt à avoir une relation privilégiée avec les États-Unis et finalement laisser ce que j'ai appelé la doctrine des Caraïbes, en tout cas cette relation, cette mainmise ou cette double politique menée par les États-Unis vis-à-vis des pays latino-américains, c'est-à-dire de plus de coopération avec les grands pays et de plus directif avec les petits pays. Et à cet égard, Elihu,
Root, qui est le secrétaire d'État états-unien, donc en 1906, fait une grande tournée dans les différentes républiques sud-américaines et justement fait valoir que cette application de la doctrine Monroe sur l'ensemble des républiques américaines est en fait surtout suppose une tutelle des États-Unis uniquement sur les pays instables ou petits pays d'Amérique centrale, tandis que les grandes nations qui ont déjà atteint un niveau de développement suffisant, à la fois économique mais aussi politique, et donc une plus grande stabilité, ne seraient pas soumises à cette tutelle des États-Unis et donc peuvent affirmer une forme d'autonomie. Et donc je crois que là, il y a une double stratégie des États-Unis diplomatiques pour justement asseoir surtout leur influence sur l'arrière-cour. Alors, pour reprendre donc les questions, je ne sais pas si elles sont... Ouais, donc, pour ce qui est des... Je les prends dans l'ordre que je les vois, les trois que tu as mentionnés, Roland. Concernant l'ambiguïté des autorités qui dénoncent les interventions et de l'autre les réclament, alors, ces réclamations d'intervention, en général, émanent de la classe politique. Elles peuvent émaner soit du gouvernement directement, qui l'adresse à travers le ministre résident des États-Unis à Panama, soit de la part de l'opposition, notamment dans les cas d'élections où des tensions ou une crainte de fraude se manifestent. Donc, je vous ai donné l'exemple de 1925. Là, c'est le gouvernement panaméen de Rodolfo Chiari, un libéral, qui réclame l'intervention des États-Unis pour justement mettre fin à une grève des locataires qui tourne à l'insurrection. Et cette intervention des États-Unis intervient le 12 octobre, donc le jour de fête de la race, comme on l'appelait à l'époque, tout un symbole donc qui va être ensuite fortement dénoncé par les mouvements nationalistes, Acción Comunal notamment au Panama, qui voit ça comme une trahison des élites, symboliquement ce 12 octobre, d'avoir réclamé l'intervention des États-Unis, qui aboutit en plus à la mort de plusieurs Panaméens, au-delà de la répression et de la fin du mouvement. Mais dans d'autres cas, il y a évidemment des interventions qui sont à l'initiative propre des États-Unis et qui se font sans l'accord du gouvernement panaméen. Et également, notamment pour la supervision électorale, comme je le disais, c'est l'opposition qui le réclame. C'est le cas en 1918, par exemple, et là, par le biais de lettres ouvertes ou de lettres qui s'adressent toujours à la diplomatie nord-américaine, qui répond ou qui n'y répond pas, ça n'est pas systématique. Alors, une autre question, c'était l'influence des États-Unis sur les mouvements féministes au Panama. Alors, il faut savoir que donc la plupart des élites panaméennes sont formées à l'étranger, donc souvent en Belgique, en France, aux États-Unis, au cours de leurs études. C'était vraiment très fréquent qu'ils aillent là-bas se former, entre autres parce qu'au Panama, il n'y avait pas d'institut, d'université en tant que tel avant 1935. Et donc, il y a une forte pénétration. Le Panama est vraiment un lieu de transfert culturel, et ce, dès l'époque du Canal français, avec l'afflux de tous ces travailleurs, mais aussi une influence très forte de la France à ce moment-là, le prestige qu'avait la France à bien des égards. Et à partir Et donc, les États-Unis, eux, ont une influence beaucoup plus sur le long terme, puisque depuis le traité Mallarino-Bidlack avec la Nouvelle-Grenade en 1846, et surtout la construction du chemin de fer panaméen, ils ont une présence physique et militaire autour de l'isthme, mais physique au sein à travers le chemin de fer interocéanique, qui fait qu'il y a une présence d'Américains, notamment dans la ville de Colón, à Spinwall, au XIXe siècle, et plus encore, évidemment, à partir de la construction du canal. Donc, ces transferts... dans la zone notamment, le modèle de la femme, la femme... alors je cherche le terme qui me revient pas, mais enfin qu'importe. Les femmes des résidents panaméens de la zone nord-américaine de la zone constituent un modèle pour bien des femmes panaméennes qui veulent sortir d'une forme de conservatisme où la femme est limitée à un rôle plus traditionnel, domestique, et ils voient dans les femmes justement de la zone des femmes plus émancipées qui importent des coutumes, des modes de vie des États-Unis. Par ailleurs, Esther
Neira de Calvo qui figure dans mon diaporama est l'une des principales figures avec Clara González du féminisme panaméen de l'époque, et elle constitue la Sociedad Nacional para la Promoción de la Mujer, et qui s'inspire directement de mouvements de sociétés équivalentes aux États-Unis. Elle-même a participé au premier congrès panaméricain des femmes qui a lieu en 1922 à Baltimore, et donc elle fait partie de délégations de femmes de tout le continent qui se réunissent donc aux États-Unis, et se dresse comme ça un programme de réforme et de revendications féministes, hein, qui bon, n'étaient pas toutes d'accord, il y avait plusieurs courants, et qui va donc être ramené au Panama, notamment par cette femme, mais aussi par Clara González dans une version un peu plus radicale qui défend le droit de vote des femmes, hein, dans le cas de Clara González également, et qui permettra de constituer le Parti national féministe, hein, par Clara González, et qui représente plus les classes moyennes, on va dire, panaméennes, et donc fortement inspiré par ce modèle nord-américain, je le crois. Alors, bon, la réponse forcément est assez courte, hein, on n'a pas beaucoup de temps. Quelle était l'autre question? Oui, en quoi le traité, c'est ça, de 1936, marque-t-il une inflexion dans les relations États-Unis-Panama? Ce traité, je l'ai dit rapidement, mais il est vraiment pris dans une nouvelle ère des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, et plus spécifiquement, je crois, cette arrière-cour centra-américaine et caribéenne, dans la mesure où, avec l'élection de Franklin Delano Roosevelt, il y a vraiment la volonté de mettre un terme, c'est-à-dire à ce climat de méfiance qui était apparu de plus en plus évidemment dans les conférences panaméricaines, notamment, hein, en 1928 à La Havane, en 1933 à Montevideo, et qui suppose donc de mettre un terme à l'interventionnisme unilatéral des États-Unis dans la région. Donc ça se manifeste notamment à Cuba avec la suppression de l'amendement Platt, hein, qui donnait un droit d'intervention à Cuba, justement. Ils ne s'en sont pas privés au cours des décennies précédentes. Et l'article 136 de la Constitution panaméenne est vraiment l'équivalent. Il a été calqué, hein, sur cet amendement Platt cubain. Et précisément, Franklin Delano Roosevelt renonce, hein, à cet article. Ça va être l'un des objets à cette prérogative plutôt, ça va être l'un des objets des négociations du traité Arias-Roosevelt qui aboutit en 1936. Cela dit, dès 1933, il y a une politique d'échange, notamment des visites officielles de Harmodio Arias Madrid à Washington, et ensuite de Franklin Delano Roosevelt qui va aussi au Panama, et qui montre une disposition à établir une nouvelle relation. Alors, il faut la nuancer, hein, cette nouvelle relation. Ce ne sont pas des relations d'égal à égal, bien entendu, même si dans les formes, ce sont deux États, hein, c'est bien des relations bilatérales. Néanmoins, hein, la domination nord-américaine va se prolonger et va susciter jusqu'aux années 70, hein, de nombre de manifestations, de résistance, de mouvements nationalistes, et beaucoup d'incidents, hein, jusqu'à la rupture des relations diplomatiques, même en 1964, suite à l'un des mouvements de protestation qui ont lieu sur la zone comme lieu symbolique justement de cette mainmise nord-américaine, et beaucoup autour de la militarisation de la zone qui est l'un des points vraiment au-delà de la question de la souveraineté de mécontentement. Voilà. Merci beaucoup, David. Je me permettrai de réunir deux questions ensemble qui s'adressent peut-être plus à Hélène Artère maintenant. L'une fait référence à ces fameuses images de Roosevelt sur le canal, en train de participer même aux travaux, et qui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il essaye de montrer à ce moment-là? Que signifie cette mise en scène dans un Panama qui, dit la question, n'a en réalité qu'une indépendance toute relative, presque nominale à ce moment-là. Et la deuxième question, qui fait pendant un peu à celle-là, c'est la question de savoir le rôle des opposants aux États-Unis à la politique étrangère expansionniste. Quelles sont les forces qui s'opposent à, entre autres, l'intervention au Panama? Voilà, deux questions pour Hélène. Alors, ce sont deux questions tout à fait intéressantes. Je crois d'ailleurs, il faut se rappeler la date. On est en 1906, c'est-à-dire 8 ans avant l'ouverture du canal. Ça veut dire qu'en 1906, les travaux sont loin d'être aboutis. Ils sont même extrêmement périlleux. Ça avance peu. Ça nous rappelle qu'on est comme dans une zone de travaux publics compliqués. Il y a des glissements de terrain.
Il y a toutes sortes de moustiques, il y a de la malaria, de la fièvre jaune. Donc en fait, le chantier n'avance pas. Il y a beaucoup de débats aux États-Unis sur les ratés de tout ça. On ne veut pas réitérer ce qui s'est passé avec la France dans les années précédentes. Et donc, il y a un moment un peu de défi où on pose la question au président, mais que se passe-t-il? Pourquoi ça n'avance pas? Et la personnalité de Roosevelt, qui est très verticale, hein, il ne faut pas oublier que c'est aussi un homme de l'Ouest qui a l'habitude d'aller chasser, d'aller tuer l'ours. Donc, il est vraiment dans cette virilité exacerbée, dit pour que le chantier avance, il faut que j'y aille et il faut que je fasse tout moi-même, en clair. Et donc, il y va. C'est extrêmement médiatisé, c'est-à-dire qu'il dit à la presse, venez avec moi, suivez-moi. Donc, la presse va l'accompagner, elle va médiatiser, photographier. On a même un petit film vidéo muet de quelques minutes à peu près qui montre les diverses étapes et il pose en toute conscience sur cette excavatrice, les mains en train de manipuler. Et donc, on voit bien qu'on est dans une communication politique qui est à mettre en lien, en fait, avec l'évolution de la présidence américaine. Je parlais de présidence activiste. C'est ce qu'on appelle la présidence rhétorique, hein, c'est-à-dire le fait que le président parle et il va dicter l'agenda politique. C'est lui qui dicte l'agenda politique, c'est pas le Congrès, c'est pas l'opposition, c'est pas la presse. Il a le contrôle. Donc il est dans cette logique. C'est l'époque des premières conférences de presse. C'est l'époque où on a un service de presse qui s'installe à la Maison Blanche. C'est l'époque où on construit l'aile ouest, le bureau ovale, etc. Donc on est vraiment dans cette dimension d'un président aux manettes. Et mon collègue rappelait la tournée du ministre des Affaires étrangères, hein. Donc on voit bien comment le pouvoir se déporte vers l'exécutif, la Maison-Blanche, autour de cette figure. En fait, aux États-Unis, quand Roosevelt fait pas, rien ne se passe, quoi. Donc il y a une forme de centralisme du personnage qui explique un petit peu tout ça. Alors évidemment, après, il y a des rapports qui sont diligentés pour comprendre pourquoi ça n'avançait pas. On pourrait penser que par un miracle, tout s'améliore dans les semaines et les mois qui suivent, et non. Et en fait, ça va être poussif jusqu'en 1914, où enfin le chantier aboutit. Donc on est quand même dans une forme de communication politique, pas à destination des Panaméens, hein, de ce que je comprends, mais qui est vraiment une communication politique en direction des Américains. N'oublions pas non plus qu'on est en novembre 1906. Or, vous le savez, tous les 2 ans aux États-Unis, en novembre, il y a des élections législatives. Donc, tout le voyage a été préparé dans une atmosphère aussi d'élections, et donc tout ça n'est pas complètement neutre. Deuxième remarque, et là je vais aller assez vite, rappeler donc ce mouvement anti-impérialiste, plutôt des élites, hein, classe supérieure, éduquées, des professeurs d'université, des membres des églises en particulier, des hommes de presse, des syndicalistes. En fait, leur inquiétude, c'est que en mettant des moyens sur la politique étrangère et notamment sur le financement de la marine, on perd de l'argent qu'on n'aura plus pour le social. En fait, on est dans une période aux États-Unis qu'on appelle le progressisme, qui va se traduire par toute une série de lois qui va encadrer, par exemple, le travail des enfants, le travail de nuit. On a de la législation pour les droits des consommateurs, par exemple, pour pas qu'on vous vende du lait coupé avec toutes sortes de produits, améliorer la condition animale dans les abattoirs, etc. Et donc, ce dont ils ont peur, c'est à la fois que l'Amérique perde son âme, en fait, et devienne une puissance coloniale comme les Européens, mais ils ont aussi peur que finalement les États-Unis n'aient plus les moyens financiers de toute cette politique sociale du progressisme et qu'elle soit sacrifiée au nom des intérêts militaires. Le point de cristallisation, c'est 1907. C'est le 3e centenaire de la présence britannique en Amérique du Nord, Jamestown. Donc, il y a une grande expo internationale en 1907 à Jamestown, alors qu'il n'existe quasiment plus. Mais c'est intéressant parce que vous allez voir, on va retrouver un élément qui a déjà été mentionné. C'est à ce moment-là qu'on développe la base de Norfolk, qui est juste à côté. En fait, quand l'expo est démantelée, une partie va devenir la base de Norfolk. Et c'est de là que part la grande flotte qui fait le tour du monde, hein, la flotte blanche dont on parlait tout à l'heure. Et donc, et c'est autour de ce moment-là que les anti-impérialistes, donc
ils se réunissent en 1898 et ils vont utiliser cette expo de 1907 comme un espace pour dire non, ça ne va pas. Hein, parce qu'il faut vous imaginer que cette expo, elle met en avant les réussites et notamment, il y a des reproductions des lieux emblématiques des grandes batailles de 1898. On refait la colline de San Juan. Theodore Roosevelt s'était illustré. Il y a tout un discours sur les républiques sœurs. Hein, on parlait tout à l'heure de la petite république. Donc, en fait, ils vont utiliser cette plateforme et les médias et la presse pour dire oui, nous, on a une autre vision des choses, mais qui est assez inaudible finalement parce que l'opinion publique se reconnaît dans le projet impérialiste et pas du tout dans ces défenseurs de ces idées-là. Merci beaucoup, Pe- Hélène. pe- Peut-être rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Hélène par rapport à la visite de Theodore Roosevelt en 1906 au Panama. Effectivement, hein, je pense que c'est très clairement une campagne alors c'est une formidable campagne d'image hein, pour le président, évidemment plus à l'intention des Nord-Américains. Je ne savais pas que c'était dans le contexte d'une élection, effectivement, et je pense que ça joue. La représentation de cette image qui a beaucoup circulé, que vous connaissez sans doute, de Roosevelt sur cette pelleteuse mécanique parmi les hommes, parmi les travailleurs. Là, je pense aussi une campagne d'image qui vise à montrer un homme proche du terrain, aux manettes, comme tu disais, et aussi proche de son peuple. Et là, je crois que ça, en termes de communication politique, c'est formidable. Et sans doute cette visite, je ne sais plus si tu le disais, mais visait aussi à justifier auprès des Américains le coût colossal hein, qu'a représenté la construction du canal qui, à la différence de la compagnie universelle française, était assurée hein, et assumée par le Trésor public nord-américain. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une toute petite et dernière salve de questions qui ont peut-être pour vertu d'élargir un tout petit peu la réflexion. On me pose des questions, ou on nous pose des questions sur l'incidence, d'une part, sur l'économie panaméenne à long terme. Par exemple, qu'en est-il des emprunts que le Panama fait pour développer ses propres structures en rapport avec le canal, mais qui grève en quelque sorte son budget à long terme. Et on me pose ici une question sur le rôle du Nicaragua dans ce jeu de puissance. Effectivement, on pourrait, nous ne l'avons pas trop fait, je crois, élargir la réflexion à toute cette zone de l'Amérique centrale. C'est une très vaste question, mais est-ce qu'on peut avoir deux ou trois pistes peut-être pour clore nos débats? Plutôt pour David Hélène, comme tu veux question. démarrer ou je le fais? Alors, Vas-y, le temps que je brièvement, réfléchisse. hein. Le rôle du Nicaragua très important puisque vous savez que c'était la route concurrente par rapport au Panama, la plus en tout cas la plus intéressante pour les États-Unis. À l'époque française et auparavant, ben, le Panama était plutôt la route favorisée par les Français, tandis que le Nicaragua jusqu'au début du XXe siècle était favorisé par les États-Unis. Donc il y avait cette image d'une route américaine et bon finalement il va y avoir le retournement qui est couronné par la loi Hepburn, hein, qui permet aux États-Unis de choisir finalement le Panama grâce à l'intervention de Roosevelt. Cependant, par la suite, les États-Unis gardent un intérêt très important pour le Nicaragua, et ce pour deux raisons. À la fois pour neutraliser le risque que représenterait la construction d'un canal alternatif ou concurrent par une autre grande puissance, telle que la Grande-Bretagne ou autre, par le passage du Nicaragua, et aussi pour y installer leurs bases militaires pour sécuriser la région et au passage stabiliser également le pays qui on le sait, connaît beaucoup d'instabilité et de guerre civile. Et donc, c'est ce qui va donner lieu au traité Bryan Chamorro de 1914, ratifié en 1916, hein, justement dans ce contexte de la Première Guerre mondiale, et qui vise justement à concéder aux États-Unis l'exclusivité de toute communication interocéanique par le Nicaragua. Alors, semble-t-il, enfin, ils prétendaient vouloir construire un deuxième canal qui n'a jamais eu lieu, bien entendu, mais c'était surtout pour se garantir qu'aucune autre puissance ne le construirait là. Et par ailleurs, ils profitent de ce traité, hein, avec des compensations financières, pour établir des bases navales de part et d'autre du Nicaragua, sur le golfe de Fonseca notamment, et dans les Caraïbes.
Alors, l'autre question, elle est large, hein, sur les conséquences à long terme de cette politique économique des États-Unis sur le Panama. Bon, sans trop m'étendre dans la chronologie, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le Panama a un déficit chronique dans son budget, beaucoup de difficultés pour réaliser les investissements nécessaires à la construction d'un État, hein, qui doit se faire en peu de temps, les ministères, les administrations, mais aussi les infrastructures pour développer son économie. Parce que c'est un pays qui a peu de ressources naturelles, un petit peu de bois, bon, une agriculture pas extrêmement développée. Et donc, il faut intégrer le marché, il faut créer une nation aussi. Et tout ça suppose notamment de réaliser des infrastructures de communication, c'est-à-dire des routes, des chemins de fer vers l'ouest, hein, essentiellement. L'est reste très sous-développé et moins dense. Vers l'ouest, qui est la principale région agricole. Et pour cela, l'État n'a pas suffisamment d'argent avec l'impôt et doit recourir justement à des emprunts. Et ces emprunts sont très souvent réalisés auprès de banques américaines, comme la National City Bank of New York, ou alors, surprenamment aussi, des emprunts directement donnés par la United Fruit Company, en tant que principale industrie étrangère présente dans le pays, qui va elle-même financer l'État panaméen. Alors évidemment, les conséquences, c'est que ces financements, bon, supposent un endettement chronique du pays et donc des traites à rembourser, mais aussi placent le pays dans une sorte de dépendance par rapport à soit ces banques, soit les intérêts nord-américains. Et je donne deux exemples en concluant là-dessus. Par exemple, la United Fruit Company conditionne ces sommes qui sont prêtées, hein, à l'obtention de concessions pour étendre les zones de plantation bananière, bien entendu. Et l'autre exemple, c'est la National City Bank of New York va avoir un rôle donc à la fois de bailleur pour l'État panaméen, mais aussi de conseil économique, un peu dans le sens de ce qu'a été la mission Kemmerer, qui a permis de superviser les économies de nombreuses républiques latino-américaines, hein, la Bolivie, l'Équateur et bien d'autres. Donc, au Panama, c'est pas Edwin Kemmerer qui est intervenu pour, on va dire, stabiliser l'économie et offrir des perspectives saines du point de vue des États-Unis par rapport au modèle économique promu, mais c'est justement Roberts, hein, qui était le directeur, me semble-t-il, de la National Bank City of New York, et qui va en 1930 faire une étude, hein, de l'économie panamène extrêmement détaillée, qui est publiée d'ailleurs et disponible, hein, très intéressante, et qui formule des recommandations à l'intention des gouvernements panaméens pour orienter justement cette économie de façon saine, on va dire. Donc c'est pas encore le consensus de Washington, hein, mais c'en est des éléments des antécédents, disons. Oui, peut-être pour rebondir, je trouve ça très intéressant parce qu'on voit bien la multiplicité des expertises et la diversité des expertises finalement qu'on a aux États-Unis sur cet espace, des politiques, des économistes, des ingénieurs, des gens qui viennent du gouvernement fédéral, des gens qui viennent du monde de l'entreprise. Donc finalement, il y a un savoir sur le Panama beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Et finalement, ça remet un peu en question cette idée simplement d'une volonté d'une domination politique. Et on voit que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et que finalement, on s'est posé des questions et on a déployé des moyens extrêmement divers vers ces espaces dès en fait finalement la fin du 19e siècle. Donc il y a de l'intérêt, comme dirait Diana dans les échanges très justement, Diana Burgos, à ce dialogue finalement hémisphérique qui montre bien que finalement c'est pas deux espaces en confrontation, ils peuvent l'être, mais qu'il y a des circulations qui sont tout à fait nourries et de manière assez précoce hein, finalement. Oui, ben non, ben juste pour rebondir sur cette idée, c'est vrai que c'est souvent à travers Cuba, hein, qu'on a analysé cette relation entre l'Amérique latine, les États-Unis, conflictuelle ou de domination, mais c'est vrai que le cas panaméen est moins étudié, alors que pourtant, hein, cette domination, et notamment la zone du canal, qui est quand même un lieu très très spécifique dans son fonctionnement, dans le microcosme qu'il a constitué, la société qui vivait là, et se prolonge quand même jusqu'en 1999, hein, il faut bien se rendre compte. Il y a les traités Torrijos-Carter de 1977, mais qui suppose une rétrocession progressive par Ouais. étapes de la zone du canal au Panama qui termine en 1999. Et nous voilà presque arrivés à l'actualité de maintenant. Merci beaucoup pour ces échanges plus que riches. Merci.
Alors, je Merci à toi. tiens à vous remercier donc tous les deux pour votre participation, votre préparation de la séance. Je tiens à remercier également l'équipe qui, derrière les écrans, a rendu possible la retransmission de la séance. Remercier aussi le public qui est resté fidèle, une centaine de personnes jusqu'à la fin. C'est tout à fait honorable. Et si nous étions tous là, nous entendrions les applaudissements sans doute. Et annoncer donc la prochaine séance du séminaire qui aura lieu le 9 janvier 2024 de 17h à 18h30 aux horaires habituels donc, et qui portera sur la représentation muséale des violences de masse et de leur mémoire. Une séance complexe, coordonnée par Diana Burgos, avec les interventions d'Audrey Rousseau et Julie Bruno, de Nadia Tahir, et comme discutants, nous aurons Luis Miguel Camargo et Laura Lema. Voilà, donc nous aurons tous plaisir à vous retrouver, nous l'espérons, l'année prochaine, dès le 9 janvier. Merci à tous encore.